Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous allons juste attendre quelques instants avant de pouvoir débuter le webinaire. Nous allons débuter dans 2 minutes, juste le temps que tout le monde puisse se connecter. Alors, bonjour à tous et à toutes, enfin rebonjour, et bienvenue dans ce webinaire de découverte du continuum de solutions de financement proposé par Digital Africa et par Proparco. Alors, pour cette 5e session d'échange, nous accueillons Ali Mnif, donc directeur des investissements au sein de Digital Africa, ainsi que Babacar Seck, chargé d'investissement senior au sein de Proparco. Donc, je prends ces quelques secondes pour pouvoir remercier à nouveau nos 2 panélistes pour leur disponibilité. Et je profite également de l'occasion pour pouvoir remercier les équipes de Digital Africa qui sont également connectées, ainsi que les équipes de Proparco, en particulier donc les équipes de Proparco en Afrique de l'Ouest également connectées. Et je les remercie aussi pour leur aide dans l'organisation de ce webinaire. Alors moi, je m'appelle Anne-Marie Mattei, je suis chef de projet Afrique au sein de l'équipe Euroquity de BPI France et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir modérer cette session d'échange autour de l'offre de Proparco et de Digital Africa. Alors donc, pour ceux qui participent pour la première fois à ce type de webinaire, ces sessions d'échange s'organisent en 2 temps. Dans un premier temps, on aura une présentation de Digital Africa et de Proparco pour pouvoir vous permettre d'avoir un aperçu du continuum de solutions de financement. Et ensuite, nous allons avoir une session d'échange où le but est de vous donner à vous la parole, à vous les entrepreneurs, et vous pouvez d'ores et déjà vous servir de l'onglet Q&A sur votre écran pour pouvoir poser vos questions, vous servir du chat pour pouvoir poser vos questions, que ce soit sur les opportunités, que ce soit sur les freins que vous rencontrez également sur le terrain, que ce soit des questions sur les modalités d'accès au financement. Et nous avons également reçu plusieurs questions de la part des inscrits que nous allons pouvoir bien évidemment explorer tous ensemble. Et dernier point, encore avant de pouvoir passer donc la parole à nos panélistes, encore une fois pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois pour ce type d'exercice, il s'agit d'un webinaire qui est organisé par la communauté Afrique-France Entrepreneurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une communauté qui est à la fois physique et digitale, c'est une communauté d'affaires qui a pour but de regrouper, rassembler et faciliter les connexions entre entrepreneurs africains et entrepreneurs français. Et donc, pour cela, nous organisons à la fois des webinaires sectoriels pour pouvoir vous permettre de pouvoir échanger entre vous. Et nous avons bien évidemment mis à votre disposition une plateforme digitale qui s'appelle Euroquity, au sein de laquelle vous avez une communauté qui vous est dédiée, où vous pouvez échanger avec les représentants des organisations de la Team France, échanger avec les équipes d'Euroquity, échanger avec les autres entrepreneurs, vous présenter vos activités. Et nous pouvons bien évidemment également, lors de la session des questions-réponses, vous donner plus d'informations sur comment adhérer à cette communauté. Et le deuxième objectif, au-delà donc de la mise en relation entre entrepreneurs, que propose de remplir en tout cas cette initiative, c'est tout simplement à travers des webinaires comme celui de ce matin, dépendant de où vous êtes situé sur le globe, mais tout simplement à travers des webinaires de pouvoir faciliter votre compréhension de l'offre de services de la Team France, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes d'accompagnement,
toutes sortes, en tout cas, de supports et de services qui peuvent vous aider à développer vos activités, en particulier à l'international. Puisque donc, au sein de cette initiative, il y a Proparco, il y a BPI, il y a Digital Africa, il y a Expertise France, en réalité, il y a tout le groupe AFD, ainsi que donc à la fois les acteurs africains sur place qui interviennent dans l'écosystème tech et d'innovation, donc des incubateurs, des accélérateurs. Donc, si c'est également votre cas, n'hésitez pas à également vous manifester pour pouvoir devenir partenaire. Mais aussi, on va retrouver des patronats, que ce soit des patronats français, africains, et toute autre, comme j'ai dit, toute autre entité qui fait partie plutôt de l'écosystème tech et d'innovation. Donc, sans plus m'éternaliser, j'ai le plaisir donc, de maintenant laisser la parole à Babacar et à Ali pour faire leur présentation donc, des solutions de financement de Proparco et de Digital Africa. Merci beaucoup, Anne-Marème. Peut-être dans le déroulé, je vais commencer par présenter un peu Digital Africa et notre offre de financement actuelle et donner par la suite la parole à Babacar qui représente notre maison mère, justement. Peut-être commencer par une petite introduction de Digital Africa. D'abord, merci beaucoup à Anne-Marème et merci à Rockwitty, à BPI de nous offrir cette opportunité. Je pense que le sujet est très important. On reçoit beaucoup de questions en tant que Digital Africa et on le reçoit à travers nos partenaires, donc y compris vous. Je pense qu'il y a un effort de simplification, de présentation et de reach out à faire. Et donc, je vais essayer d'être synthétique et d'être aussi clair dans ce que je présenterai. Digital Africa, pour ceux qui ne connaissent pas Digital Africa est une initiative lancée en 2018, devenue filiale de Proparco, comme je l'ai rappelé. Notre mission est de renforcer les capacités des entrepreneurs africains à designer et à déployer des solutions numériques made in Africa à grande échelle au service de l'économie réelle. Au centre de notre intérêt, c'est l'entrepreneur africain. On a des convictions fortes, une conviction d'abord sur l'innovation ouverte, qui n'est pas propre à un secteur, qui n'est pas propre à un pôle, elle est ouverte à tout le monde, un développement économique mutuel et une transformation digitale au service de l'économie réelle, très importante aujourd'hui dans le contexte du continent. Nous déployons cette mission à travers 3 axes prioritaires. Un premier axe qui est un axe d'upskilling et d'accès, où nous travaillons à accompagner les startups au potentiel d'impact à travers de la mise à disposition d'un talent pool, la mise à disposition de data, la mise à disposition de programmes d'accompagnement. Ensuite, un deuxième axe qui est un axe de mobilisation de ressources financières pour les entrepreneurs et les startups. C'est sur cet axe-là que je travaille personnellement et c'est aussi cet axe-là sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Et un troisième axe, c'est un axe de plaidoyer, comment rendre les écosystèmes africains plus startup friendly. Et en guise d'axe transversal, c'est là où on trouve toutes les activités de Digital Africa relatives à la communication, à la mise à disposition de ressources pour que les programmes soient interopérables. Peut-être un focus sur le programme Fusée. D'abord, Fusée part d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, au regard du continent, l'Afrique francophone ne totalise finalement que moins de 10% des financements disponibles aux startups en Afrique en 2021. Le chiffre n'a pas beaucoup évolué entre 2021 et 2022. Deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, on fait partie d'un continent qui a le taux ou le ratio d'intention entrepreneuriale le plus élevé dans le monde. C'est le continent le plus jeune. Et donc, tout ça nous permet de réconforter l'idée qu'il faut soutenir l'entrepreneuriat dans une zone du continent qui est la zone d'Afrique francophone, où il y a un effort à faire en tout début du funnel, c'est-à-dire dès l'étape d'idéation. Alors, comment se matérialise ce dispositif?
D'abord, comme je l'ai dit, il est destiné aux pays d'Afrique francophone. Il s'agit de proposer des financements pour des équipes entrepreneuriales qui ont des idées ou qui proposent des solutions technologiques avec un dispositif qui se déploie en plusieurs tickets. D'abord, un premier ticket, ce qu'on appelle nous un ticket d'idéation. C'est un ticket de 20 000 euros. C'est pour les startups qui n'ont pas encore levé de l'argent, qui n'ont pas encore forcément finalisé le développement de leur MVP, qui disposent déjà d'une équipe entrepreneuriale forte et qui n'ont pas encore forcément été en contact de leur marché. Le deuxième ticket de 30 000 euros qui vient compléter le premier ticket, il le complète dès que la startup arrive à vérifier trois conditions. Soit elle a réussi à lever de l'argent, soit elle a réussi à avoir une promesse de lever de l'argent, ou bien la startup a pu commencer à déployer sur le marché son produit et à enregistrer une croissance au niveau de sa traction. Des startups peuvent candidater en ayant déjà vérifié les conditions du deuxième ticket, auquel cas la startup recevra un décaissement cumulé des deux tickets, à savoir un ticket de 50 000 euros. Au total, Digital Africa mobilise à peu près 6,5 millions d'euros sur la région Afrique francophone sur les 3 prochaines années. Nous avons beaucoup insisté sur la mise en place d'un processus simple, rapide et transparent. Et ce processus se présente comme vous le voyez à l'écran. D'abord, on reçoit des candidatures en ligne et vous voyez le site internet et je le rappellerai en fin de présentation, on reçoit uniquement les candidatures via notre site internet. Dès qu'on reçoit la candidature, on entame une étape de screening qui va s'acheminer sur une prise de contact avec la startup. Suite à ça, on commence l'analyse approfondie de la startup. Une fois l'analyse finalisée, on passe la startup au comité d'investissement Digital Africa. Le comité d'investissement prend décision d'investir ou pas dans la startup. Et une fois la décision prise, on finalise avec une diligence approfondie, un closing et un décaissement pour la startup. Alors, quels sont les critères de sélection pour les startups qui candidatent? Certains critères sont éliminatoires dès la phase de l'interface. Dès que la startup dépose sa candidature, normalement, elle recevra un email qui confirmerait si elle est éligible ou pas. Et donc, d'abord, il faut que la startup soit constituée, il faut qu'elle soit dotée d'une personnalité morale, il faut que l'entreprise soit incorporée, il faut que justement cette entreprise incorporée puisse opérer dans l'un des pays, l'un des 25 pays d'Afrique francophone. Et par opération, cela sous-entend soit des opérations de profit, soit des opérations de coût. Donc, une start-up qui vend ses produits, par exemple, en Europe, mais qui a un centre de coût, c'est-à-dire que les équipes sont dans l'un des pays d'Afrique francophone, est considérée éligible et vice-versa. Et donc, on peut avoir une start-up qui est incorporée, par exemple, en France, mais qui a des opérations en Afrique francophone, qui est tout à fait éligible à ça. Le troisième critère, c'est que l'un des cofondateurs doit être obligatoirement ressortissant d'un des pays d'Afrique francophone. Donc ça, c'est un critère aussi important. Quatrième critère, must-have et donc obligatoire, c'est que la startup tourne autour ou dispose d'une solution technologique ou d'une orientation technologique, soit dans le business model, soit dans le produit ou service. Après, on passe au nice to have. Idéalement, c'est que la startup soit accompagnée par un programme d'accompagnement, que ce soit un incubateur, un accélérateur, un programme universitaire, un syndicat de business angel, un startup studio, un venture builder, etc. Donc, tous ces programmes-là sont considérés comme étant des programmes vers qui on peut nous s'adresser pour obtenir plus d'informations sur la startup. Il y a bien évidemment les critères spécifiques au deuxième ticket que j'ai mentionné, à savoir une levée de fonds ou une future levée de fonds ou une croissance déjà enregistrée par la startup. On est agnostique par rapport au secteur d'activité, mais on cherche bien évidemment à promouvoir des secteurs à fort impact.
Et donc, comme je l'ai rappelé, Fusée ne s'adresse pas uniquement aux startups, il s'adresse également aux structures d'accompagnement que nous considérons être une pierre angulaire du dispositif Fusée, parce que c'est à travers des partenaires qu'on pourra mieux s'adresser aux startups, s'adresser à un plus grand nombre de startups et à mutualiser un portefeuille. C'est intéressant pour le partenaire et c'est intéressant pour nous. Et donc, l'appel de Fusée, c'est un appel pour les startups, mais également un appel pour les structures d'accompagnement. Aujourd'hui, à date, à fin mai, on a un réseau de partenaires qui est largement représentatif de la zone francophone. On a reçu plus de 800 candidatures de startups. 240 ont été considérées comme étant éligibles. On a analysé plus d'une centaine de startups. 25 startups sont passées devant le comité interne et on a donné un go à 17 startups. Jusque-là, on a décaissé à 4 startups répartis sur 4 pays, Maroc, Cameroun, Sénégal et Congo-Brazzaville. Je pense important de noter que sur les 824 candidatures, on a un podium de pays qui justement produit justement ces startups candidates entre la Tunisie, la RDC et le Rwanda. Et donc, comme je l'ai dit, je termine avec le seul lien pour Fusée, c'est fusée.digital-africa.co et .com. Donc, c'est sur ce lien que des startups peuvent candidater et également les structures d'accompagnement peuvent candidater également. J'espère que j'étais bref par rapport à cette présentation autour de Fusée. Je pense également important de rappeler que Digital Africa n'est pas que Fusée. On propose également dans le dispositif de financement un autre programme qui fait le lien justement avec Proparco. C'est un programme qui s'appelle Bridge Fund by Digital Africa. C'est un programme designé par Digital Africa, mais déployé par Proparco. C'est un programme qui a été lancé en novembre 2020 avec comme objectif de soutenir les startups qui ont été impactées par la crise sanitaire. Je pense important de souligner que le besoin des startups d'avoir accès à des financements relais sous forme de prêts entre deux rounds de financement n'a pas été uniquement ressenti lors de la crise sanitaire. Le besoin a été confirmé même au-delà de la crise sanitaire. Et c'est pour ça que Bridge on a pu continuer à faire vivre Bridge à travers une poche supplémentaire qui a été rajoutée. Jusque-là, c'est plusieurs centaines de candidatures qu'on a reçues au niveau de Digital Africa et c'est des dossiers qui ont été soumis à Proparco pour traitement. Peut-être je laisserai Babacar donner plus d'éléments et répondre aux questions de l'audience à la fin de la session. Merci beaucoup Anne-Marème et je te passe la parole Babacar. Merci Ali. Et parfaite dans tous les cas pour Babacar. Merci Ali pour ta présentation et merci Anne-Marème pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager ce qu'on fait chez Proparco, surtout si ça peut être utile pour des entrepreneurs ou des gens qui souhaitent le devenir. Alors, je vais présenter Proparco très rapidement et ensuite je vais présenter nos activités en termes d'accompagnement de l'écosystème entrepreneurial africain. Alors, Proparco, c'est une institution financière de développement, filiale de l'Agence française de développement, qui est notre principal actionnaire. On a aussi quelques actionnaires privés. Proparco existe depuis près de 45 ans et aujourd'hui, c'est une entité qui a un bilan d'environ 7 milliards d'euros à travers lesquels on finance des entreprises, donc on finance exclusivement le secteur privé dans les pays en développement, donc en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Europe de l'Est. Donc, sur ces 7 milliards, on a à peu près 5 milliards et demi qui sont des financements en dette, donc des prêts, et 1,5 milliard qui correspondent à des prises de participation. Donc, dans ces prises de participation, justement, on a toutes nos activités de soutien à l'écosystème entrepreneurial, donc, qui ont été initiées en 2018. Donc, depuis 2018, on accompagne les startups africaines à travers différents outils. Donc, on a 3 principaux outils.
Le premier outil sont des investissements directs dans des startups. Donc, on investit en général entre 500 000 € et 5 millions d'euros par startup, généralement à partir de la pré-série A jusqu'à la série C. Alors, il y a différentes définitions des séries selon votre interlocuteur. Donc, je vais définir ce que nous, on appelle une pré-série A. Pour nous, une pré-série A, c'est une startup qui a déjà des revenus, qui a déjà un produit qui est déployé sur au moins un marché, qui génère des revenus conséquents. Donc, en général, on intervient quand il y a au moins $1 million de revenus. Alors, pour toutes les startups qui sont dans le commerce, pour nous, les revenus sont vraiment les revenus nets. Donc, pour tout ce qui est commerce, ce serait la marge brute de ces entreprises-là. Et on a certains secteurs de prédilection, même si on est très ouvert en général. Donc, nous, tout ce qui touche la santé, l'éducation, tout ce qui est en lien avec le climat ou la clean tech, les fintech également, et puis tout autre secteur dans lequel il y a un fort impact sont des secteurs prioritaires pour nous. Après, on regarde aussi la logistique, on regarde aussi le commerce. On a investi dans Anka récemment, on a aussi investi dans d'autres ou financé d'autres startups qui opèrent dans des domaines annexes. En termes de géographie, c'est toute l'Afrique. Il n'y a pas de préférence. On investit dans tous les marchés où on trouve justement des startups qui remplissent nos critères. Donc, je vais parler de ces critères. Alors, les critères, donc au-delà du secteur et du fait que ce sont des startups qui sont en Afrique, donc qui opèrent en Afrique, qui créent des emplois et de la valeur économique. Ce qu'on attend, nous, c'est une équipe de management qualifiée, intègre et qui nous présente une vision convaincante. C'est aussi de pouvoir apprécier une certaine capacité d'exécution. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va observer, qu'on va regarder. Comment est-ce que la startup a réussi à déployer son business model, à recruter les bonnes personnes, à mettre en œuvre des partenariats et à développer surtout un produit vraiment différencié. Ça, c'est un point qui est vraiment critique pour nous. Souvent, il y a plusieurs startups sur le même segment ou plusieurs entreprises traditionnelles. Pour nous, c'est indispensable qu'il y ait un facteur innovation important dans toute startup qu'on accompagne. Donc, je vais prendre un exemple. On a investi l'année dernière dans une startup qui s'appelle GoMyCode, qui est donc une école de formation aux compétences du digital, donc développement web, marketing digital, cybersécurité. Alors, vous allez me dire, une école, c'est pas très innovant. Mais en fait, ce qu'ils font qui est très innovant, c'est que c'est une école qui a un modèle hybride où les 2/3 de la formation se font en ligne et 1/3 se fait en présentiel. Ce qui permet de réduire le coût de la formation, ce qui permet aussi d'avoir une plus grande accessibilité de la population à des publics qui sont peut-être moins fortunés. Et donc, ils ont réussi à développer ça, à le déployer sur plusieurs pays avec très peu de moyens. Et en se différenciant vraiment du marché. Donc, nous, c'est ce qu'on attend avant de s'engager sur l'instruction d'un projet. C'est de pouvoir mesurer cette capacité d'exécution et cette vision, ce produit différencié. Après, bien entendu, on sait qu'on travaille sur des startups, donc on n'attend pas, c'est pas une exigence que les entreprises soient rentables au moment où on investit. C'est toujours un plus. Mais ce qu'on va analyser, c'est ce qu'on appelle, avec ce terme barbare, de unit economics. C'est tout simplement de dire il faut que sur chaque produit ou chaque service vendu, la marge brute soit positive. Donc, on ne veut pas de startups qui vendent à perte ou qui font de la croissance tout simplement en jetant de l'argent par les fenêtres. Surtout dans un contexte actuel qui est très, qui est plutôt en décroissance, où il y a moins de financement. C'est d'autant plus important d'avoir des startups qui ont des modèles économiques sains et donc qui vont pouvoir croître s'il le faut sans financement.
Donc, on valorise beaucoup ça parce que ça montre aussi une certaine discipline dans la gestion. Voilà, après, on cherche des startups qui ont beaucoup de croissance, qui sont sur un marché à fort potentiel, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut justifier les valorisations souvent élevées du venture capital. Donc ça, c'est pour tout ce qui est investissement direct. Prise de participation. Aujourd'hui, je pense qu'on a dû financer entre 8 et 10 startups de cette manière-là. Ensuite, l'autre manière dont on accompagne l'écosystème, c'est les investissements dans des fonds de venture capital. Donc, on est un des investisseurs les plus actifs sur ce segment sur le continent. On a accompagné une quinzaine de fonds d'investissement pour plus de presque 100 millions d'euros. Donc, à travers ces fonds-là, c'est plus de 300 startups qui ont été financées. Donc, on prend des participations entre 3 millions d'euros et 15 millions d'euros dans différents fonds. Bon, je vais en citer quelques-uns, mais on va dire que c'est les suspects habituels. C'est Partech, Afrique Invest, Ventures Platform, DisrupTech, Novastar. Et on essaie d'accompagner des fonds à tous les stades qui accompagnent tout type de boîte. Donc, on a certains fonds comme Ventures Platform qui accompagnent des boîtes au stade de l'idéation et d'autres fonds comme Partech qui mettent des tickets de 15 millions d'euros. Donc, ça permet vraiment de s'assurer qu'il y a une continuité dans le financement start-up africaine et on priorise des fonds qui sont basés en Afrique et qui ciblent exclusivement l'Afrique. Parce qu'on est convaincu qu'il faut des investisseurs de long terme africains qui seront ici et resteront ici, quel que soit on va dire, le contexte économique mondial. Et on pense que c'est très pertinent et les dernières années le démontrent parce que durant le Covid, les investisseurs étrangers ne pouvaient plus se déplacer sur le continent. Et donc, les investissements ont baissé. Et là, depuis qu'il y a la crise économique, on voit aussi que les investisseurs étrangers sont beaucoup moins présents. Donc, on va continuer sur cette stratégie. Et le troisième volet, donc c'est un volet qui a déjà été mentionné par Ali, donc je vais compléter, c'est le Bridge Fund. Donc, c'est justement un programme qu'on a développé, on va dire un joint venture entre Digital Africa et Proparco. Donc, qu'est-ce que c'est que le Bridge Fund? C'est un programme de financement en dette pour les startups. Et donc, voilà, comme le dit son nom, c'est un bridge, c'est un pont. Et donc, c'est pour permettre aux startups de tenir jusqu'à la prochaine levée de fonds. Donc, c'est un financement en dette avec un processus accéléré par rapport à nos financements habituels. On fait des financements entre 150 000 euros et 600 000 euros. Pardon. Un taux d'intérêt très attractif de 5%. Et on est remboursé à la prochaine levée de fonds ou au bout de 2 ans. Donc, c'est un produit qui a très bien marché. On a reçu plusieurs centaines de candidatures via Digital Africa et via les fonds d'investissement avec lesquels on est partenaire. Et on a dû financer plus d'une vingtaine de boîtes déjà à travers cet outil. C'est très demandé. On a plus de demandes que ce qu'on est capable de faire. Mais c'est une contribution qui nous semble très importante sur le marché, même si les montants sont plus faibles. Et je vois d'ailleurs qu'on a sur le call Guy Bertrand, ancien directeur financier de Max, qui justement était notre interlocuteur quand on a financé Max au Nigeria avec ce produit. Donc, voilà, il pourra peut-être faire un feedback si c'est intéressant. Donc voilà les trois produits qu'on propose. Et en termes de perspective, nous, l'ambition, c'est de continuer à investir toujours plus sur le continent. Donc, on n'est pas du tout dans une phase de décroissance comme certains investisseurs. Au contraire, on a un plan assez ambitieux et le venture capital, le financement des startups, c'est un des 3 piliers prioritaires de la stratégie de Proparco qui vient d'être approuvée pour la période 2023-2027. Donc, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup Babacar pour tous ces différents éléments. Et en plus de ça, on est parfaitement dans le temps. Donc, comme j'ai expliqué au début de la session, suite à la présentation donc, de Babacar et puis de Ali, on va maintenant débuter donc, la session d'échange. N'hésitez pas à vous servir donc, de l'icône questions-réponses Q&A
directement sur votre page Zoom pour pouvoir poser toutes les questions que vous avez. Mais avant de pouvoir débuter donc la session, puisque donc on a le privilège également d'avoir donc des représentants de Proparco, notamment pour la zone Afrique de l'Ouest, je voulais juste laisser très rapidement la parole à Valentin Jeanjou et à Mustapha Ibrahim Maloum pour qu'ils puissent également se présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup Anne-Marie. En fait, nous, avec Mustapha, on est basé à Abidjan, qui couvre la région ouest africaine pour les activités de Proparco. Mustapha est le directeur adjoint et de mon côté, chargé d'affaires sur les sujets equity, dont le venture capital, donc en collaboration avec Babacar qui est au siège à Paris. Merci. Bonjour à tous, Mustapha. Je pense que Valentin a tout dit. Babacar me représente clairement. Donc voilà, c'est juste pour dire bonjour et montrer qu'il y avait une présence locale depuis Abidjan. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus précises sur cette zone. Bon webinaire à tous. Merci. Merci à tous les deux. Alors, moi, comme je vous l'ai expliqué, donc à la fois, on a reçu des questions directement des participants. Il y en a d'autres qui sont en train d'écrire dans la session Q&A. J'en ai peut-être une pour pouvoir commencer. Et je m'adresse à toi, Ali. Donc, quand on parlait, parce vous avez commencé à présenter d'abord Fusée, et j'ai cru comprendre que Fusée avait justement ce focus sur l'Afrique francophone spécifiquement. Donc, ma première question, c'est pourquoi, alors que Proparco couvre par exemple tout le continent, pourquoi ce focus sur l'aspect francophone? Merci beaucoup, Anne-Marie. Le focus sur l'Afrique francophone est seulement au niveau de Fusée. Ce n'est pas le cas des autres projets Digital Africa et ce n'est pas le cas de Bridge, par exemple. Mais c'est un apprentissage quand on voit aujourd'hui les volumes d'investissement en Afrique qui sont mal répartis. On a une région qui représente 25 pays des 54 pays du continent qui ne reçoit que moins de 9 et quelques % des financements totaux. Alors c'est clair qu'il y a toujours les 4 pays en avance, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte, ça va de soi. Mais aujourd'hui, quasiment la moitié de la population du continent est présente au niveau de ces 25 pays. On commence à avoir des signaux très positifs des pays d'Afrique francophone. Il y a également un enjeu de scalabilité et d'intégration économique qui est unique sur le continent, qui est représenté par les zones économiques de l'Afrique francophone. Et donc, pour tous ces enjeux-là, et bien évidemment, la présence d'une diaspora bien formée, bien éduquée, qui contribue énormément à l'essor entrepreneurial de ces pays. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que Fusée constitue une réponse à tout ça. Et on le voit, on le constate avec les gens les entrepreneurs qui postulent et l'effervescence entrepreneuriale au niveau de ces pays. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Au contraire, je pense que Fusée est une partie de la réponse, est un maillon de la réponse et que tout autour, il faut que des structures d'accompagnement continuent à faire leur travail et certaines le font très, très bien. Il faut que les États également répondent présents en mettant en s'assurant que les cadres réglementaires sont le plus permissifs possible pour que des startups puissent travailler calmement. Voilà, et que le système d'éducation puisse également produire du talent qui est capable d'entreprendre, mais également capable de venir alimenter les équipes de gestion et les équipes plus généralement des startups. Donc, c'est tout un écosystème qui doit se développer, mais clairement, Fusée est une partie, est une réponse parmi beaucoup d'autres réponses qui constituent justement cet écosystème. Je pense tu es en mute, Anne-Marie.
Ah merci, merci Voilà. beaucoup. Je disais, donc je te remerciais pour ta réponse qui était très complète et également pour les chiffres que tu as pu partager. Alors, il y a des messages et puis il y a des questions qui sont très longues, dans les Q&A. Je pense que ça vaudrait la peine de répondre à certaines, d'entre elles. Peut-être avant de rentrer justement dans ces sujets qui sont hyper spécifiques par rapport à la réalité de chacune des startups respectivement qui se sont, présentées. On a eu une question qui disait: «Bon, vous parlez uniquement d'Afrique. Quelles peuvent être les opportunités pour une entreprise française qui souhaite pénétrer, enfin qui veut pénétrer le marché africain?» Là, je pense, parce que de ce que j'ai compris, Digital Africa, en tout cas sur l'aspect fusée, et il me semble, et corrige-moi Ali si j'ai tort, mais qu'il y a dans votre approche Made in Africa, Digital Africa demande toujours une attache minimum par rapport au continent. Je ne sais pas si la diaspora rentre à l'intérieur, s'il faut être un ressortissant africain. Proparco, et d'ailleurs même Ali, je te laisse, non pas Ali, Babacar plutôt, je vais te laisser intervenir parce que je sais que Proparco justement n'a pas de spécificité dans les nationalités voilà, des entrepreneurs accompagnés. Et après, je te laisserai Ali compléter sur la première partie de ma question. Babacar, je ne sais pas si tu nous entends. Ah, pardon, je n'ai pas bien compris quelle était la question parce que du coup, nous, on investit partout. On n'a pas de critères sur ces éléments-là. Voilà, bah, en fait, c'était ça un peu la question de savoir, parce que là, on a fait un gros focus sur les entrepreneurs africains, de savoir quelles étaient les opportunités pour une entreprise française qui souhaite pénétrer le marché africain. D'accord, Voilà, ok, de c'était ce point de ça. vue-là, ok. Voilà. Ok, merci pour la précision. Alors, nous, il n'y a pas de critère de nationalité pour les entrepreneurs qu'on accompagne. En revanche, le critère, il est plus sur le niveau de développement de l'activité. On n'investira pas dans une start-up française qui n'a aucune activité en Afrique et qui souhaite partir de zéro. Parce que du coup, le niveau de risque, il ne correspond pas à une pré-série A ou une série A, qui sont les niveaux à partir desquels on intervient. Donc, il faudra qu'il y ait déjà un certain niveau d'activité sur le continent. Il faudra que les opérations de l'activité africaine, en tout cas, soient bien basées en Afrique, parce que pour nous, l'objectif, c'est la création d'emplois et la création de valeur sur le continent. Donc, ce sont ces paramètres-là qu'on observera. Et donc, on évaluera le degré de maturité des opérations africaines donc, de cette start-up française, de la même manière qu'on évalue une autre start-up qui est exclusivement africaine. Merci Babacar. Et Ali, peut-être que tu voulais apporter également des précisions sur le Made in Africa de Digital Africa. Oui, absolument. Encore une fois, je précise, les critères que j'énonce sont des critères spécifiques à Fusée. Chaque projet, chaque programme Digital Africa a ses propres critères de sélection qui ne sont pas restrictifs, mais qui sont mis en place pour pour mieux cibler l'audience qu'on veut toucher par le programme. On a des programmes qui ciblent uniquement les femmes chercheuses, par exemple. Ce n'est pas restrictif. On ne fait pas de la discrimination à l'encontre des hommes chercheurs, mais nous voulons accompagner et soutenir les femmes chercheuses. Pareil pour Fusée. Aujourd'hui, Fusée, le constat est que les entrepreneurs africains d'Afrique francophone n'ont pas des filets de secours, n'ont pas un filet de secours qui leur permet d'obtenir un financement à hauteur de 20 000 euros pour démarrer leur start-up. Certains dans d'autres pays l'ont, d'autres ne l'ont pas, mais en tout cas sur Fusée, le critère c'est que l'un des cofondateurs doit être ressortissant d'un des pays d'Afrique francophone. Ça ne veut pas dire que les binationaux sont exclus, on n'est pas dans ce cadre-là, mais c'est un critère qui pour nous est important parce que le constat est que ceux qui entreprennent aujourd'hui dans les pays d'Afrique francophone sont soit de la diaspora, si on analyse un peu les startups qui réussissent le mieux en Afrique francophone, et je ne vais pas te citer d'exemples, mais je pense dans l'imaginaire de chacun et dans la tête de chacun, on peut prendre des exemples. Peut-être Babacar en a cité quelques-uns. Souvent, c'est des entrepreneurs de la diaspora, d'accord, qui reviennent, qui
qui ont fait leurs études, qui reviennent dans leur pays. Ou bien, c'est des entrepreneurs de nécessité. C'est des gens qui sont dans la frustration d'un chômage qui entreprennent par nécessité. Ou bien, c'est des entrepreneurs qui héritent de quelque chose, qui viennent avec une aisance qui leur permet d'entreprendre. Ces trois catégories d'entrepreneurs ne représentent pas la totalité du gisement de talents disponible en Afrique francophone. Il y a un autre gisement très important, c'est ce qu'on appelle les jeunes professionnels, ceux qui ont 5 à 10 ans d'expérience professionnelle, qui touchent aujourd'hui un salaire, qui représentent le secteur privé ou le secteur public, mais qui, pour entreprendre, doivent prendre un risque énorme. Alors, vous pouvez me dire, c'est l'être d'un entrepreneur que de prendre des risques, mais il y a une marge qu'on peut éventuellement combler avec ce filet de secours qui permet à quelqu'un qui est en poste aujourd'hui, qui connaît une industrie, qui maîtrise un secteur et qui, grâce à ce premier ticket de 20 000 euros, puisse faire ce saut, ce leap of faith et dire je peux devenir entrepreneur et je peux entretenir ma famille ou entretenir ma situation personnelle pendant 4, 5, 6 mois, le temps d'avancer vers une plus grande levée de fonds. D'accord. Merci, merci à tous les deux donc, pour ces éléments de précision. Il y a également, bon là je vais faire une réponse groupée parce que je vois qu'il y a plusieurs questions. Là c'est vrai qu'on a fait, et c'était le but justement de ce webinaire, de faire un focus sur l'aspect financier. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout ce qui est offre extra-financière. Donc je vais me baser sur une question, mais j'en ai vu plusieurs qui posent la question des offres d'accompagnement que propose en fait le groupe AFD. Donc, on a un entrepreneur qui demandait est-ce que c'est possible que Digital Africa puisse accompagner une start-up dans la démarche d'obtention des agréments auprès des banques centrales? Donc, bon, ça, c'est une question spécifique à laquelle on peut répondre. Mais après, je pense que de manière générale aussi, les participants sont intéressés de savoir quelles sont les autres offres également d'accompagnement qui sont disponibles. Et j'en profite simplement pour pouvoir dire que nous avons également eu une première session spécifiquement avec les équipes de Digital Africa qui ont détaillé toute l'offre de Digital Africa qui est hyper complète et qui est disponible également en replay sur YouTube. Mais je vous laisse également l'opportunité de pouvoir répondre spécifiquement Babacar et Ali. Répondre à la question de la démarche auprès des banques centrales, la réponse courte est non, on ne fait pas d'accompagnement dans ce sens. Par contre, la réponse un peu plus longue, c'est que certaines banques centrales s'engagent de plus en plus dans la mise en place de sandbox réglementaires, de bac à sable réglementaires pour que des startups qui sont dans des zones grises puissent évoluer dans ces zones grises-là avec, entre guillemets, la bénédiction de la banque centrale ou avec l'aval de la banque centrale. Certains pays l'ont mis en place. J'invite celui qui a posé la question à vérifier quelles sont les banques centrales qui ont mis en place. Mais de mémoire, je pense que l'Égypte, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, le Rwanda, donc beaucoup d'autres pays ont suivi le pas par rapport à la mise en place d'une sandbox réglementaire. Certains pays ne le font pas à travers la banque centrale, mais des opérateurs privés le font. Et donc, je pense que EcoBank, par exemple, au Cameroun, a mis en place une sandbox réglementaire, auquel cas, on n'appelle pas sandbox réglementaire, on l'appelle juste sandbox. En tout cas, c'est possible, ça existe. Digital Africa, pour l'instant, ne se focalise pas là-dessus. C'est un élément, je pense, important sur lequel on doit travailler, mais pour l'instant, la réponse courte est non. Merci. Et Babacar, peut-être sur tout ce qui est service extra-financier. Babacar ou Valentin ou d'ailleurs Mustapha aussi? Oui, je ne sais pas si mes collègues veulent intervenir. Non, mais sinon, je vais commencer. Côté ProParco, on a ce qu'on appelle de l'assistance technique. Qu'est-ce que c'est l'assistance technique? Ce sont des budgets de subvention sur la base desquels on peut financer des consultants, par exemple, pour appuyer une start-up sur le développement dans un nouveau marché,
sur des études d'impact, et c'est assez large en général en termes de champ d'action. Ça peut inclure des sujets réglementaires, mais c'est pas prioritaire. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que on considère que la gestion des sujets réglementaires pour une startup qui opère par exemple sur le secteur financier, c'est du core business. C'est l'expertise que la startup doit avoir et doit développer, et c'est pas quelque chose qui peut être externalisé. Donc, c'est pas typiquement le type des sujets sur lesquels on va avoir un accompagnement. On va faire des accompagnements plutôt sur des sujets qui sont complémentaires aux activités de la startup et qui lui permettent de se développer, mais pas sur des sujets aussi fondamentaux. Merci Babacar. Peut-être, je ne sais pas si Mustapha et Valentin, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, c'est très clair de la part de Babacar, l'accompagnement. On a aussi, peut-être, on a aussi en local ce qu'on peut apporter aux startups hors du financement, c'est le réseau qu'on a, c'est des connexions avec les autorités publiques, parfois avec des clients blue chip qu'on peut avoir dans nos activités de financement d'aide, par exemple, qui peuvent être des gros clients pour des startups et des clients qui peuvent vraiment générer des revenus importants et significatifs. Donc, c'est aussi des apports. Pour de l'expansion internationale, on a aussi un réseau dans des pays où on peut aider pour l'arrivée de la startup dans un nouveau marché. Donc, c'est de l'appui un peu plus soft, mais très utile pour des startups jeunes. Merci Valentin. Et d'ailleurs, même c'est un bon point parce que ça permet de refaire le lien avec la raison pour laquelle on est tous réunis, soit ce matin, soit cet après-midi, dépendant de où vous êtes. Puisque donc c'est aussi le but de la communauté Afrique Force Entrepreneur, c'est-à-dire au-delà, comme je le disais, donc des webinaires, que ce soit sectoriel, que ce soit d'information, de vous donner cet accès en fait à ce réseau d'affaires qui comprend à la fois structure d'accompagnement type Business France, qui comprend des investisseurs type Proparco, Digital Africa, BPI France et des entrepreneurs. Et en fait, vous avez dans cette communauté à votre disposition tout ce réseau, tous les réseaux, en tout cas que ça soit de l'entrepreneuriat africain ou de la Team France également en Afrique, est également à votre disposition. Tout de suite, je passe à une autre question. J'en ai vu 2-3 qui allaient dans ce sens. J'ai vu plusieurs questions, notamment sur tout ce qui est agri-agro. Bon, je me permets sous contrôle, bien évidemment, de vous tous, je me permets de répondre en disant que, bien évidemment, que Proparco finance, étant donné que Proparco fait partie du groupe AFD et que le groupe AFD a un mandat, en fait, de financement du développement. L'agriculture et l'agro-industrie font partie également, je pense, des secteurs prioritaires de l'AFD. Et donc, je vous laisse compléter sur ça s'il faut compléter. Et il y avait une question qui demandait spécifiquement que proposez-vous en termes de financement par la dette dans tout ce qui est agri-agro? Alors, je vais prendre cette question. L'agriculture que j'ai oublié de citer tout à l'heure dans nos secteurs prioritaires est un secteur prioritaire pour Proparco aussi. D'ailleurs, on a travaillé sur plusieurs opérations dans ce secteur-là et on en a d'autres dans le pipeline. Donc, c'est vraiment un secteur qu'on aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'impact et que c'est vraiment au cœur des enjeux stratégiques du continent. On n'a pas de facilité de financement spécifique à l'agriculture. En revanche, les facilités du bridge sont ouvertes à des startups qui sont dans l'agriculture et qui utilisent la technologie ou le digital. Merci. Merci Babacar. Alors, avant de passer également à une autre question, alors il y a plusieurs d'entre vous, en fait, qui vous avez justement saisi l'opportunité de cette session pour pouvoir poser des questions spécifiques. Alors, par rapport aux questions spécifiques sur les réalités de votre entreprise, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt les transférer à la suite du webinaire donc aux équipes. Je pense qu'ils seront en mesure de plutôt vous donner voilà, tout simplement des informations plus précises. Une autre question également que j'ai vue, et puis je vois également que le temps tourne, c'est le ticket donc de 20 000
euros et de 30 000 euros de fusée et en contrepartie d'une entrée au capital, point d'interrogation. Si oui, pour un exit, à quel horizon, point d'interrogation. Proposez-vous des tickets un peu plus élevés, notamment 100 000 K, par exemple? Merci. Monsieur, je pense, Sangaré. Oui, une entrée future dans le capital, pas une entrée immédiate. Il s'agit d'un banc de souscription en action. Donc, c'est une avance sur action. Les conditions de conversion et d'entrée en capital et de prise de participation sont négociées dans le contrat d'investissement. Donc, il y a ce qu'on appelle des événements déclencheurs, soit une levée de fonds, soit… Enfin, bref, il y a des événements déclencheurs. Et l'exit, elle ne dépend pas de nous, elle dépend de la startup. Et donc, l'exit est souvent négocié selon la croissance de la startup et l'entrée en capital d'investisseurs plus importants qui seraient intéressés par la reprise des parts des anciens investisseurs, y compris Digital Africa. Pour la deuxième partie de la question, pour l'instant, on n'a pas de ticket plus élevé, si ce n'est le fonds Bridge, qui ce n'est pas un ticket d'investissement et l'engagement est quasiment atteint. Et nous travaillons sur de nouveaux dispositifs de financement avec des tickets plus importants et on reprendra certainement rendez-vous à travers la communauté Afrique France Entrepreneurs pour vous annoncer justement ces nouveaux dispositifs. Merci beaucoup, Ali. Toujours par rapport à la communauté Afrique France Entrepreneurs, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à rejoindre, vous pouvez déposer votre candidature directement en tapant Afrique France Entrepreneurs sur Google. Vous allez tomber sur la plateforme Euroquity et vous n'aurez plus qu'à envoyer votre invitation pour pouvoir rejoindre la communauté. Et nous allons donc examiner votre demande, sachant que nous avons quand même certains critères pouvoir permettre aux startups de pouvoir rejoindre. On n'a pas des objectifs quantitatifs, mais plutôt qualitatifs. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des entrepreneurs qui appartiennent à des réseaux que nous pouvons identifier. Que ce soit des incubateurs, que ce soit des accélérateurs, que ce soit des organisations patronales, que ce soit le portefeuille, ça c'est encore mieux, le portefeuille, soit si vous êtes un entrepreneur qui a déjà travaillé avec Proparco, avec AFD, avec Expertise France, si par exemple vous faites partie de Meet Africa ou bien du Pass Africa. Tout ça sont des critères qui vous rendent éligible. Je continue sur une autre question un peu plus… déjà, une des questions également que j'ai, et je me tourne à nouveau vers toi, Ali, avant de poser ma dernière question donc, à Babacar. C'est donc, à un moment, on parlait, je pense que c'est lorsqu'on parlait voilà, de fusée, et que donc tu étais en train de dérouler les différents critères, et on a eu un petit bug, je pense, au niveau de ta présentation, qui sur certains écrans paraissait flou. Mais dans les critères, tu as cité le fait qu'il fallait que la startup puisse appartenir, comme je viens de le dire, hein, à un réseau ou à certains programmes, que ce soit des venture builders ou bien des accélérateurs. Est-ce que du coup, tu pourrais nous refaire cette liste et est-ce que du coup, c'est tout venture builder je sais pas, toute startup qui appartient à n'importe quel venture builder qui peut rentrer, ou est-ce que vous avez une liste précise des accélérateurs que vous reconnaissez, des incubateurs que vous reconnaissez, et ainsi de suite? On ne t'entend pas, Ali. On voit ton écran un tout petit peu toujours. Parfait. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez là? On t'entend. Voilà. Je suis désolé de la qualité de ma connexion. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tous ces critères-là sont bien listés au niveau de la plateforme. Et donc, tout le monde peut accéder à fusée.digitalafrica.co, digital-africa.co. Les critères sont bien présentés. Je reprends un peu la liste et je m'arrête sur le critère nice to have qui est souligné, c'est idéalement. Et donc, premier critère, c'est l'opération. C'est est-ce que la startup a des opérations en Afrique francophone, soit des opérations de coût, soit des opérations de profit. Donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la nationalité des cofondateurs. Un des cofondateurs doit être ressortissant d'un des pays d'Afrique francophone. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est tech-enabled startups. Ça veut dire que la startup doit disposer d'une composante technologique soit dans le produit-service, soit dans le business model. Et donc, nous soutenons Digital Africa
et comme j'ai dit dans la mission, nous sommes tech-oriented, c'est-à-dire que nous ne soutenons que les projets à vocation technologique. Donc ça, c'est les critères, je dirais, éliminatoires pour les startups. D'accord ? Bien entendu, l'incorporation, l'existence morale de la startup est un critère éliminatoire également. Maintenant, il y a des critères nice to have qu'on aimerait bien voir dans les candidatures qu'on reçoit. Et il s'agit là du critère de l'accompagnement, une structure d'accompagnement qui accompagne ou a déjà accompagné la startup. Ce que j'ai mis à l'écran en dernière slide, je pense que c'était ça. Ouais, c'est ça. Ces structures-là, comment on a, pour la plupart, quasiment la totalité de ces structures-là, on les a identifiées grâce aux candidatures reçues des startups. Et donc, la startup mentionne la structure par laquelle elle est passée. Nous prenons contact avec la structure. On la fait passer également par notre comité pour la faire valider. Et la startup qui vient après a une liste déroulante de partenaires déjà de Digital Africa. Et si elle ne retrouve pas la structure par laquelle elle a passé dans la liste déroulante, elle peut indiquer autre et nous mettra en contact ainsi avec une nouvelle structure d'accompagnement. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse prendre contact avec la structure, juger de la qualité de l'accompagnement qu'elle apporte, qu'il partage avec nous un avis sur la startup. Et donc, on essaie d'établir un dialogue avec la structure d'accompagnement pour un peu comprendre comment ça a été. Par exemple, avec des structures, ils nous disent très clairement, ça fait 2 ans que la startup est passée par notre structure. Donc, c'est clair qu'au bout de 2 ans, des choses se sont passées. Et un critère que je n'ai pas mentionné sur la slide, c'est le critère d'âge. C'est que sur le ticket de 20 000 €, il y a un critère d'âge de 18 mois pour les startups. Donc, les startups ne doivent pas avoir plus de 18 mois pour le ticket de 20 000 €. Et pour le ticket de 30 000 € et de 50 000 €, le critère d'âge passe à 36 mois. Donc, 1 an et demi et 3 ans d'âge maximum pour ces startups. On a reçu pas mal de questions autour de ça. Pourquoi c'est discriminant, etc. Nous, la promesse et la cible, comme je l'ai dit dans l'exemple avec les femmes chercheuses, par exemple, la cible, c'est de soutenir des startups au stade de l'idée et les premiers pas de la startup. Alors, je sais aussi que certains entrepreneurs, ça fait des mois et des mois, voire des années qu'ils trébuchent, qu'ils n'avancent pas à la bonne vitesse, il y a un manque de financement, etc. Nous sommes en train de travailler sur d'autres mécanismes de financement qui s'adressent à cette cible. Mais Fusée, c'est réellement une rampe de lancement pour des startups qui démarrent. Voilà, donc un maximum de 18 mois pour le ticket de 20 000 € et un maximum de 36 mois pour le ticket de 30 000 et 50 000 €. Tu es en mute, Anna. Merci, doublement merci déjà pour le mute et puis pour ta réponse. Deux derniers éléments. Alors déjà, je voulais poser ma question à Babacar et ensuite, je voulais vous introduire notre tout dernier panéliste, excusez-moi, qui vient de se connecter, qui pourra également vous donner plus d'informations sur une autre solution de financement que nous n'avons pas encore abordée, donc qui est Anjaï. Mais avant de donner la parole à Ange et de pouvoir le présenter, donc je me tourne vers toi, Babacar, pour te poser cette question. Donc, sachant que Proparco n'investit qu'à partir de la pré-série A, si notre projet vous intéresse dans le long terme, serait-il possible de nous introduire au VC que vous financez pour le seed round, afin d'avoir une continuité par la suite pour la pré-série A avec Proparco? Alors, c'est une bonne question. Tous les fonds dans lesquels nous investissons, qui investissent sur le continent africain, sont tous répertoriés sur notre site web. Également toutes les startups. Donc, oui, on encourage tout à fait les entrepreneurs à aller vers eux. Après, nous, on ne peut pas recommander systématiquement toutes les startups qui nous contactent à nos fonds, parce que les fonds font ce travail eux-mêmes de tri et d'analyse. Donc, le mieux, c'est d'aller les voir directement. Et c'est une très bonne porte d'entrée parce qu'une fois qu'une startup est accompagnée par un fonds qu'on connaît, ben, ça facilite le travail d'analyse et de sélection de l'investissement. Merci. J'en profite pour squeezer une toute dernière question également.
parce que je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre. Donc, il y a un entrepreneur qui demandait si Proparco avait des solutions pour accompagner un groupe, notamment sur sa consommation énergétique. Je ne suis pas sûre. Je sais que Proparco, vous financez tout ce qui est lié à l'énergie, mais après, dans ce cas spécifique de demande, ce type de demande spécifique de la part des entreprises, est-ce que Proparco peut intervenir? Tout dépend du type de demande. C'est vrai que c'est pas trop mon périmètre, mais on a une équipe qui finance des projets d'énergie, mais là, on est sur des très gros projets et des montants en dizaines de millions d'euros minimum. Ok, ah oui. Ou alors, on a des produits à travers lesquels on finance des banques pour qu'elles puissent financer des projets, des plus petits projets dans l'énergie. Donc là, il faudrait voir la liste des banques partenaires justement sur notre site. Et je suis vraiment désolé, mais j'ai une autre réunion qui a déjà commencé. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Babacar. Les autres participants, ne vous déconnectez pas. On a une dernière intervention qui va être utile. Mais merci beaucoup, Babacar, pour ton expertise et pour ta disponibilité. Bonne À très journée. vite. Au revoir. Merci. Alors, donc comme je vous ai dit, on a une dernière solution également de financement et ça tombe bien parce que vous avez 2 personnes qui travaillent sur ce projet, donc Ali que vous connaissez déjà. Et ensuite, Ange Haï, donc qui travaille également au sein de l'équipe Euroquity de BPI France et qui est plus en lead sur tout ce qui est relations VC Startup. Et je vais vous donner très brièvement la parole pour pouvoir parler de Africa Next, une autre solution proposée par BPI France, Euroquity et Digital Africa pour la levée de fonds accessible aux entrepreneurs. Top. Merci beaucoup, Anna, pour cette introduction. Et mes excuses du coup pour mon arrivée un peu tardive sur la conférence. Donc, je m'appelle Ange Haï, je suis chef de projet Afrique au sein de l'équipe Euroquity de BPI France. Donc, je travaille aux côtés de Anne Marel au quotidien. Et du coup, donc, je connais, je pense que aussi quelques-uns parmi les panélistes, notamment Ali, donc bonjour Ali, et Valentin aussi, je crois. Du coup, donc, je vais plus parler sur la partie donc Africa Next. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une initiative donc, qui a été co-créée entre Digital Africa et BPI France. Donc, dans le but d'aider au co-investissement sur l'Afrique au sens large, donc l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Et donc, nous travaillons avec un réseau donc, du coup, d'investisseurs qui nous proposent des sociétés pour d'autres investisseurs. Donc, le jeu, vraiment, c'est du co-investissement. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un jeu win-win autant pour les entrepreneurs que pour les investisseurs. Parce qu'un investisseur, donc, je pense que vous le savez, c'est quelqu'un qui reçoit énormément de dossiers et qui a donc pour nécessité donc, du coup, de qualifier un peu les dossiers sur lesquels ils vont traiter dans un temps donné. Et la priorité est mise sur les dossiers qui viennent donc, du réseau, donc de pairs ou de membres de l'écosystème dans lequel il a confiance et il est prêt du coup à analyser les dossiers. Donc, nous, notre travail, c'est de faciliter un peu ce travail-là par co-investissement, c'est-à-dire donc un investisseur qui partage un dossier à un autre investisseur pour investir mutuellement dans une société. Et du coup, donc pour Africa Next, donc notre travail, c'est de faciliter ces co-investissements par des sessions de type pitch, donc qui sont donc pour peut-être ceux qui ont déjà peut-être vu, donc c'est 1 heure dans lequel du coup entre 7 et 8 startups sélectionnées donc par l'équipe organisatrice va pitcher en face d'un panel donc de on va dire 50 et 100 investisseurs, donc répartis donc partout dans le monde. Ça peut être des investisseurs européens, donc en France avec l'Union européenne, surtout en Afrique, sur tout le continent, et aussi à l'international, c'est-à-dire en Asie. Donc nous avons des investisseurs, donc notamment japonais, qui viennent, ou en Amérique, donc américains, ou parfois d'Amérique du Sud. Et donc du coup, toutes ces sociétés, enfin les sociétés donc pitch en fait ces investisseurs-là, et les investisseurs du coup peuvent solliciter des introductions auprès des startups. Donc les startups peuvent en tenir en moyenne entre, on va dire, 2 à plus d'une quinzaine de mises en relation. Donc ça dépend de l'intérêt, de l'attrait du secteur, de la taille de la levée et donc l'intérêt des investisseurs. Donc pour donner un peu plus d'infos, donc nous on est sur Africa Next, donc on est focus sur la série A prioritairement. Donc on peut aller donc on va dire un site un peu costaud jusqu'à la pré-série B. Donc les tours peuvent aller entre on va dire, un peu moins d'1 million de dollars jusqu'à plus de 30 millions comme on voit en ce moment. Et du coup ouais, nous sommes agnostiques en termes donc, de secteur et en termes de pays. Donc possiblement donc tous les pays sur le continent africain. Donc même des sociétés qui sont
basée en Afrique, mais qui se développe aussi sur d'autres continents. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Mais la condition sine qua non de celle-ci, donc, comme je dis, c'est du co-investissement. Donc, il faut que la société soit fasse partie du portefeuille d'un des membres du cercle d'investisseurs et d'accélérateurs avec qui on travaille, qu'on appelle nous un premier cercle, et que deux, donc cette société-là soit proposée par ces mêmes investisseurs ou accélérateurs pour pitcher en phase 2. Donc voilà, donc c'est quand même une belle initiative qui marche plutôt bien. Donc parmi toutes les sociétés qui ont pitché, donc on a presque 70 sociétés pour un peu plus d'une dizaine de pitchs. Et on a donc un tiers des sociétés parmi ces sociétés-là qui ont levé des fonds. Donc du coup, voilà, c'est plutôt intéressant. Et donc on continue à promouvoir ce dispositif qui est pas mal et qui est donc du coup, c'est vrai aussi, donc soutenu aussi par donc Africagro, qui est donc le véhicule donc porté conjointement par donc KfW, donc le DFI allemand, la banque de développement allemande, et Allianz, donc du coup la compagnie d'assurance allemande. Donc du coup, eux, ils nous soutiennent aussi pour le développement de cette activité que nous travaillons donc, en tant qu'un cercle de partenaires, dont Digital Africa et nous-mêmes sommes co-créateurs. Donc voilà, on va à peu près sur une discussion assez rapide et, de ce que fait Digital Africa, et ravi s'il y a des questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Alice, tu voulais compléter ou si on peut passer à la conclusion. Je pense Ange a super bien résumé et introduit Africa Next. Et merci beaucoup, Ange. Merci. Un plaisir. Alors, merci déjà. Bon, je vous remercie tous et toutes qui vous êtes connectés. Merci aux participants d'avoir rendu cette session très intéressante et vive également dans les échanges qu'on a pu avoir. Merci bien évidemment aux panélistes, que ce soit ceux qui sont en Afrique ou bien ceux qui sont connectés depuis Paris. Merci pour votre disponibilité. Comme j'ai déjà indiqué, ce type de session, nous en organisons quasiment tous les mois, où nous donnons l'opportunité, que ce soit à Business France, à Proparco, à l'AFD, à BPI, à vraiment tout le réseau des acteurs impliqués dans Afrifrance Entrepreneur, de pouvoir avoir ces sessions d'échange avec vous. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez la communauté Afrifrance Entrepreneur. À nouveau, c'est très facile. Je veux juste vous taper Afrifrance Entrepreneur sur Google. Vous allez tomber sur un lien Euroquity et vous posez donc votre candidature pour pouvoir rejoindre. Et ça a été vraiment un plaisir de pouvoir modérer cette session. J'ai hâte de pouvoir vous retrouver très vite autour d'une autre thématique, sachant que la semaine prochaine, nous avons un webinaire dédié à l'agriculture et à l'agro-industrie en Afrique du Sud, où Business France va présenter son offre d'accompagnement pour les entrepreneurs qui soit y sont déjà ou sinon regardent cette région. Merci à tous et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.